Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le vendredi 10 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, content que vous soyez avec nous encore ce matin. Il y a été beaucoup question du prix Nobel de la paix au cours des derniers jours. Donald Trump a beaucoup dit qu'il voulait se voir décerner ce prix Nobel de la paix. D'ailleurs, son nom avait été soumis au comité du prix Nobel de la paix. Mais finalement, la nouvelle vient de tomber. Ce n'est pas lui à qui est décerné le prix Nobel de la paix 2025, mais à la Vénézuélienne Maria Corina Machado. On vient tout juste d'apprendre cette nouvelle qui vient de sortir, donc décernée à cette chef de file de l'opposition vénézuélienne. Et le comité du prix Nobel de la paix 2025 décerne ce prix pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela. On aura plus de détails, certainement plus d'informations sur son parcours, mais j'ai lu rapidement parce que ça vient vraiment tout juste de sortir. Vraiment quelqu'un qui s'est illustré dans son pays en termes de parti d'opposition, de figure de l'opposition dans le but de défendre la démocratie. Donc voilà cette nouvelle qui vient tout juste de tomber. On va entre autres aller joindre Alexandra Chatska en Europe un peu plus tard à l'émission. Comme c'est vendredi, on va lui parler de cette crise politique en France ce matin. Donc une autre crise politique, et c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on devrait connaître le nom du prochain premier ministre, le 8e depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Alexandra sera avec nous donc un peu plus tard, et Jean-Philippe Robillard viendra nous parler de démocratie municipale. Au Québec, on est en pleine élection municipale. Notre équipe du web a sorti toute une série de données sur justement la démocratie municipale et le nombre de villes, de municipalités où notamment les maires ou mairesses sont réélus sans opposition, parce qu'il n'y a pas de candidats qui se présentent contre eux ou contre elles. Donc on va revenir là-dessus dans quelques minutes. En studio déjà à cette heure-ci avec moi Olivier Pellerin et Véronique Béran. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mathieu. Alors, commençons peut-être par la météo. Véronique, c'est pas mal plus froid ce matin. Pas mal plus froid ce matin. Petite trace de givre, oui. entre autres sur la voiture. Donc, on sent qu'on est vraiment rendu à l'automne et à des températures plus de saison. Effectivement, disons-le. Un peu de givre sur la voiture en périphérie de Montréal. Donc, on se rapproche de plus en plus. On n'a pas eu de gel au centre-ville, mais c'est fait un peu partout. L'Estrie, Laurentide, la Nodière, c'est du -2, -4 ce matin quand même à cette heure-ci. -2, 0 Québec. -2 aussi du côté de l'Outaouais. Donc, des premiers gels qui ont eu lieu aussi dans l'est du Québec. Le ciel est dégagé. La journée sera belle et agréable. Les températures vont remonter un petit peu comparativement à hier. On aura du 13 à 15 degrés, peut-être jusqu'à 16 là, dans le Grand Montréal, avec à nouveau un ciel dégagé et des possibilités de gel la nuit prochaine. Alors, nuit fraîche, très belle journée ensoleillée. Mercure qui remonte un peu pour le long week-end, et ce sera un long week-end en deux temps. Samedi, dimanche, beau et doux, et les régions plus au sud auront une finale un petit peu plus nuageuse. Pas de pluie vraiment, peut-être quelques petites averses qui vont s'infiltrer, mais dans l'ensemble, c'est surtout un ciel plus couvert lundi pour les régions plus au sud. Si vous êtes plus au nord et à l'ouest, vous allez avoir un ciel plus variable, et si vous êtes dans l'est du Québec, vous aurez 3 belles journées pour la fin de semaine. Et les couleurs qui sont à leur apogée aussi dans l'est du Québec, donc ce sera du beau temps pour en profiter. Les températures de week-end, c'est du 17-19 degrés samedi et dimanche. On sera plus près de 13 à 15 lundi, avec un couvert nuageux un petit peu plus imposant sur le sud du Québec. Du côté de l'Abitibi, 14 aujourd'hui. On est tout près de 0 ce matin. La longue fin de semaine sera belle aussi. Gardez en tête 16 à 18 degrés. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, ça varie entre 1 et -3 les températures actuellement. On aura une journée ensoleillée, 12 à 14 degrés. Et on le mentionnait, très belle longue fin de semaine. La douceur vous touchera un petit peu moins. Les températures vont rester un petit peu au-dessus de la barre des 10 degrés, mais quand même, 3 belles journées sous le soleil. En territoire ontarien, on a quelques averses sur la portion nord. Ça devrait cesser cet après-midi
l'après-midi. Les vents sont présents du nord aussi, surtout pour le secteur de Thunder Bay. Vers Sudbury, on parle principalement de nuages. 14 vers le nord et le centre de l'Ontario. 15 à 18 sous le soleil pour les régions plus au sud, Toronto, Windsor, Ottawa. Dans l'ouest, Vancouver, la pluie commence en mi-journée, une quinzaine de degrés. La longue fin de semaine, en fait, la fin de semaine sera grise, assez pluvieuse de ce côté-là. Et dans les prairies, c'est là où tout va basculer en fin de semaine. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Partout, le mercure oscille entre 15 et 19 degrés. Le soleil domine, mais c'est le temps plus froid qui s'installe pendant la fin de semaine. On a un système qui va traverser les Rocheuses. Ça va s'étendre jusqu'au contrefort. Et là, samedi, dimanche, progresser vers l'est. Et oui, ça pourrait donner un peu de neige à Calgary. Neige fondante quand même, premier flocon. Disons, dimanche à lundi, ça touchera la Saskatchewan, le nord du Manitoba. Il pourra avoir 2-3 flocons à Regina aussi. Mais action de grâce blanche, quand même peu fréquente dans les prairies canadiennes. Alors, c'est possible qu'il y ait quelques flocons ici et là. Évidemment, les accumulations, ce sera dans les Rocheuses et en hauteur, mais quand même, Calgary, Regina, on pourrait voir des flocons fondants au cours de la longue fin de semaine. Alors, habillez-vous chaudement si vous sortez ce matin. Pas encore de gel à Montréal, mais un peu de givre sur la voiture. Oui, effectivement, ça saisit parce qu'on a quand même connu des températures pas mal plus douces ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Alors, maintenant, on va parler sport avec Olivier. Gallagher avec une passe interceptée par Rasmussen et un disque qui sera repris par Bolduc. À Matheson, à Gallagher, bon jeu! Voilà Bolduc, le tir est là! Oui, effectivement, Bolduc a une bonne contribution au match d'hier. Olivier, le Canadien, qui a remporté une première victoire cette saison contre les Red Wings de Détroit. Une victoire de 5-1 et Zachary Bolduc, sa contribution, c'était pas seulement dans le match d'hier, mais depuis le début de la saison, parce que hier, c'était son deuxième en 2 matchs. Le Canadien qui disputait 2 rencontres en 24 heures. Il avait marqué lors de la première rencontre, malheureusement, dans la défaite face aux Maple Leafs de Toronto. Et hier, c'est lui qui a donné le ton en ramenant les 2 équipes à égalité en milieu de première période. Le premier but du Canadien, le premier de 5 dans une soirée qui a été productive pour les joueurs du Canadien de Montréal. On a beaucoup parlé de la vitesse, ou je vous en ai parlé hier de la vitesse lors du match contre les Maple Leafs. Ça s'est maintenu hier au cours de cette rencontre. Le Canadien de Montréal qui a dicté le rythme durant une bonne partie du match. Plusieurs combinaisons aussi qui fonctionnent bien. On parle de Zachary Bolduc avec ses partenaires de jeu Kirby Dach et Brendan Gallagher. Ça va très bien, ce trio. En fait, tous les trios semblent bien composés. Celui d'Oliver Kapanen aussi avec Alex Newhook et Ivan Demidov fonctionne bien. Kapanen qui a trouvé le fond du filet, lui aussi pour une deuxième fois en 2 matchs. Et c'est intéressant de voir aussi un joueur sur le premier trio être capable d'aller marquer un but. C'est Juraj Slafkovský qui a marqué le 5e du match parce qu'ils avaient très bien joué lors du match contre les Maple Leafs, mais malheureusement n'avaient pas eu l'occasion de la mettre derrière le gardien des Leafs. Donc, une belle première victoire pour le Canadien de Montréal. Je vous invite déjà à écouter les commentaires de Zachary Bolduc après le match d'hier. Non, c'est ça. Je pense qu'en tant qu'équipe, on joue de la bonne façon. Donc, je pense que ça facilite la game aux 5 joueurs qui sont sur la glace. Puis, en fait, tous les gars. Donc, non, je pense que la chimie en tant qu'équipe se bâtit tranquillement. Puis, c'est le fun de faire partie de ça. Et pour Martin Saint-Louis, c'est un bon signe aussi d'aller chercher une victoire rapidement et de voir aussi son équipe rebondir après une défaite contre les Leafs. On a joué une game d'équipe. Un début un petit peu difficile, mais c'est leur home opener. Ils ont de l'énergie et tout. Mais on s'est calmé. On a eu une très bonne réponse après un début sur nos talons un petit peu. Oui, c'est ça. C'était le match d'ouverture des Red Wings hier à la maison. Exact. Ils étaient à Détroit, donc à la maison. Et donc demain, le Canadien de Montréal qui retourne sur la patinoire, oui, ce sera contre les Blackhawks de Chicago avant de revenir pour une première fois à la maison mardi prochain. Félix Auger-Aliassime s'est incliné en quart de finale au tournoi de Shanghai ce matin. Il affrontait le Français Arthur Rinderknecht, une défaite en 2 manches de 6-3, 6-4 dans un match assez soutenu quand même pour Félix Auger-Aliassime, mais malheureusement pour lui, n'a pas pu répéter l'exploit, entre autres des internationaux des États-Unis, où il avait connu un beau parcours. Et donc, fin de parcours pour les Canadiens, donc dans le tableau en simple à Shanghai. Et malheureusement pour Félix, il aurait aimé probablement prolonger, aller chercher une autre demi-finale, lui qui connaît vraiment de bons moments dans cette dernière portion de la saison. Il disait vouloir aussi être des meilleurs joueurs pour pouvoir participer au final de l'ATP. Il faut aller chercher des points. Malheureusement, ça s'est terminé à court en quart de finale. Un petit mot sur le coup d'envoi de la saison de patinage de vitesse. Courte piste en fin de semaine à Montréal. Oui, à l'Aréna Maurice Richard. C'est le début de la saison. Un début de saison qui
sera intéressant parce que toute l'équipe parle justement des Jeux olympiques et à quel point ces premiers rendez-vous, parce que les 2 premiers rendez-vous du circuit mondial de courte piste se tiendront à Montréal. Et donc, c'est une belle occasion de voir où on se situe par rapport aux autres équipes et peut-être donner un aperçu de ce à quoi l'équipe pourrait ce que l'équipe pourrait nous offrir lors des prochains Jeux olympiques l'hiver prochain. Donc, on débute ça devant les partisans lors des 2 premières semaines. Il y a des billets encore disponibles si jamais vous êtes dans la région de Montréal pour aller voir les meilleurs talents canadiens. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens ce matin, évidemment, il y a cet accord de paix qui est intervenu entre Israël et le Hamas sur lequel accord reviennent plusieurs quotidiens. Et on apprend d'ailleurs ce matin que la défense civile de Gaza a annoncé le début du retrait des troupes israéliennes de plusieurs secteurs du territoire palestinien avant l'entrée en vigueur attendue du cessez-le-feu, suivi d'une libération des otages. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Donald Trump, je vous rappelle qu'il a déclaré hier qu'il compte se rendre au Moyen-Orient dimanche et que les otages vont rentrer à la maison lundi ou mardi. Plusieurs photos en une des quotidiens, évidemment, sur cette entente. Sinon, dans le Devoir, on parle des ruptures de services en forte hausse dans les écoles. Selon les données du ministère de l'Éducation, le nombre de ruptures a plus que doublé en 5 ans. Dès le préscolaire, des élèves à besoins particuliers sont renvoyés à la maison par leur école, faute de pouvoir leur offrir les services dont ils ont besoin. C'est de ça dont on parle quand on parle de rupture de services. Des ruptures qui ont plus que doublé en 5 ans au Québec, selon des données officielles. Elles ne représentent pourtant que la pointe de l'iceberg, révèlent plusieurs experts. Donc, ce sont des enfants qui ont besoin de services particuliers pour pouvoir poursuivre leur parcours scolaire et qui n'ont pas accès à ces services-là. Par exemple, des enfants en situation de handicap. Et comme on n'est pas en mesure de leur offrir les services, imaginez, on doit les renvoyer à la maison, à lire en une du Devoir. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec nous parlent de motards. D'abord, dans le Journal de Montréal, on nous parle d'un proche des Hells et aspirant maire. C'est un membre des Destroyers, un club école des Hells Angels qui est candidat à la mairie de Mandeville. C'est une petite municipalité dans l'Anaudière. Il s'appelle Pascal Paco Bergeron, nous dit le Journal de Montréal. Il a donc même déposé son bulletin de candidature en incluant son surnom. Et donc, il dit, lorsque joint par le Journal de Montréal, qui l'a finalement peut-être décidé de se retirer ou son intention, dit-il, n'est pas de déranger personne. Il n'y a aucun lien entre sa candidature et le fait qu'il soit membre des Destroyers. Il y a même les Hells Angels, selon des sources qui ont parlé au Journal de Montréal, qui risquent de ne probablement pas aimer ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'attention médiatique. Et donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, entre autres choses, suivi sur ce dossier donc des militaires de Valcartier. On lit que certains militaires de Valcartier ont été liés ou sont liés aux motards criminalisés, les forces armées canadiennes qui admettent collaborer avec les corps policiers. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal. Dans la Presse Plus, on revient sur ces poids lourds sur nos routes qui sont parfois dangereux, en tout cas impliqués dans des collisions mortelles au cours des dernières semaines. Il y en a eu quand même au cours des dernières années aussi. Objectif, freiner l'hécatombe, titre la presse, les accidents mortels impliquant des poids lourds qui se multiplient sur les routes du Québec, qui pourraient être évités, nous dit la presse, par des outils technologiques qui ont fait leurs preuves et grâce à un resserrement des règles fiscales envisagées par le gouvernement fédéral pour s'attaquer au phénomène des chauffeurs au rabais. Il y a entre autres une technologie qui est décrite dans l'article de la presse, qui est une espèce de caméra qui suit le comportement des chauffeurs et on est en mesure, par exemple, de déceler des comportements plus agressifs, des changements de voie brusques. Il y a un rapport qui est fait par cet outil technologique qu'on place dans les camions aux entreprises et on est en mesure davantage d'encadrer les chauffeurs qui pourraient avoir des comportements dangereux. Donc, dossier assez étoffé à lire dans la presse de ce matin. Sinon, je vous le disais, c'est vraiment cet accord de paix entre Israël et le Hamas qui retient l'attention de quotidiens anglophones. Le National Post qui titre « Peace Maybe », donc la paix
peut-être le plan, donc, a peut-être ses détracteurs, mais c'est possiblement la simple idée d'avoir une paix donc entre Israël et le Hamas, ça valait la peine d'être célébré, dit le National Post. On voit d'ailleurs une photo d'une femme les bras dans les airs avec un drapeau israélien en fond, comme décor, si vous voulez. Elle célébrait sur la place des otages à Tel Aviv. Même chose dans le Globe and Mail, où on voit des célébrations sur la place des otages à Tel Aviv, mais également une photo dans la bande de Gaza. Voilà entre autres ce qui retient l'attention des médias ce matin. Alors, nous sommes à 3 semaines du scrutin municipal au Québec. C'est le 2 novembre, les élections dans les municipalités, mais près de 60% des postes aux élections municipales ont déjà été comblés sans opposition. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Alors, on compte plus de 4500 postes dans la province qui ont été comblés sans opposition. Oui. Pour les autres, évidemment, le sort sera joué le 2 novembre prochain. Donc, il y a déjà de nombreux maires et mairesses qui savent qu'ils sont élus ou réélus. Oui, c'est intéressant. C'est notre collègue Daniel Blanchette-Pelletier qui a compilé ces données-là. Mathieu, on trouve ça entre autres sur le site Internet de Radio-Canada. Il a fait ça au cours de la dernière semaine. Donc, dans l'ensemble du Québec, dans l'ensemble des municipalités, il y a 52% des maires et 59% des conseillers, Mathieu, qui ont déjà été élus, là, sans opposition. Donc, c'est fait, c'est terminé. C'est le cas, entre autres, de Jacques Demers, qui est le maire de Sainte-Catherine de Hartley. Ça, c'est en Estrie, mais qui est également le président de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, lui, il est un des 564 maires qui ont été élus sans opposition. Même s'il savoure sa victoire ce matin, il estime que d'un point de vue démocratique, là, tant pour les citoyens que pour les candidats, c'est toujours préférable qu'il y ait une véritable campagne électorale. On l'écoute Jacques Demers. Comme élu, on se dit, les gens doivent avoir confiance en nous. On n'a pas d'opposition. Mais les gens sont peut-être satisfaits aussi de l'ouvrage qu'on fait. C'est là que je suis ambivalent, mais je comprends le principe de démocratie d'avoir 2 personnes minimalement qui se présentent sur un poste. Comme élu, je vous garantis que quand j'ai eu des élections il y a 4 ans, je me suis promené beaucoup plus que je vais le faire présentement. Je pense évidemment, quand il y a des élections, ça nous pousse à un autre niveau. Ça nous oblige à aller cogner à des portes. Ça nous oblige, oui, encore plus d'écouter le citoyen parce qu'on veut être élu. Donc, on fait cette démarche-là. C'est intéressant quand même, ce qu'il raconte. Même, même évidemment, s'il est satisfait d'avoir gagné. Là, oui, et effectivement, c'est intéressant son point de vue. Et dans plusieurs municipalités, il n'y a pas d'élection du tout, que ce soit au poste de maire ou au poste de conseiller. Oui, effectivement, parce que l'ensemble du conseil municipal a été élu, Mathieu, sans opposition. C'est le cas dans 240 municipalités au Québec. Et jusqu'à présent, la majorité des candidats qui ont été élus sans opposition sont soit, Mathieu, des candidats sortants dans des plus petites municipalités là, de la province. Là. Dans certaines régions, on en compte plus qu'ailleurs. Oui, c'est le cas dans Chaudière-Appalaches, en Montérégie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie, dans le centre du Québec également. Dans le centre du Québec, Mathieu, il y a 72% des candidats qui ont déjà été élus. 72? Vous avez bien compris, 72%. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 70%. J'en ai parlé avec la mairesse sortante de Longueuil, Catherine Fournier, qui a une petite explication, qui tente enfin d'expliquer ça. Je pense que pour une partie d'entre eux, c'est qu'il y a une grande satisfaction citoyenne, donc qui peut se refléter aussi par moins de candidatures. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on a parlé quand même très négativement de l'engagement politique local ces dernières années, dans le sens où il y a beaucoup de défis. Où on peut faire face à énormément de critiques, voire parfois de la haine en ligne. On en a abondamment parlé, puis c'est normal, il faut qu'on dénonce ces situations-là. Je
pense qu'on participe potentiellement à décourager certaines personnes. Oui, c'est intéressant également. À l'échelle du Québec, il y a au moins 49 postes qui demeurent vacants à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a aucun candidat qui a déposé sa candidature avant la date limite. Dans ces cas précis-là, il y a un nouveau scrutin qui devra avoir lieu, et ça au plus tard au début du mois de février, l'an prochain, en 2026. Puis entre-temps, c'est la personne qui occupe cette fonction-là qui va rester en poste, mais c'est quand même étonnant, 49 postes vacants. Pour qui personne ne se présente. Il n'y a personne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. En France, maintenant, on va parler de la crise politique qui continue. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître le nom du prochain premier ministre, 8e depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Ouais, on peut parler d'un jour de la marmotte. Emmanuel Macron pourrait bien choisir cette fois-ci, encore une fois, donc quelqu'un qui durerait au moins jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Oui, on l'espère, parce qu'après Michel Barnier, François Bayrou, des politiciens aguerris qui n'ont pas réussi à faire passer au vote au Parlement des réformes pourtant nécessaires, comme le budget, par exemple. Et ces gouvernements sont tombés les uns après les autres. Finalement, le dernier, c'était Sébastien Lecornu, un très proche collaborateur d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre des Armées, qui a été nommé Premier ministre, mais il n'a pas duré même pas un mois. Je crois que c'était 27 jours. Il a démissionné parce que son gouvernement ne faisait pas l'affaire de plusieurs partis au Parlement. Alors, la France est encore une fois sans gouvernement, avec un Parlement divisé, incapable de voter des lois. C'est un Parlement aux prises avec des extrêmes, encore une fois. La France insoumise d'un côté, à gauche, et le Rassemblement national à droite, qui bloque à tour de rôle toute loi qui devrait être votée au Parlement. Alors, les Français sont fatigués, mais ils sont prêts à reprendre les grandes manifestations. Vous vous souvenez, à la mi-septembre, bloquons tout, des grandes manifestations qui ont bloqué le pays. Et plusieurs leaders politiques appellent Emmanuel Macron à démissionner, d'ailleurs. D'autres, comme les trois partis de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste et les Verts, appellent le président à partager le pouvoir et nommer un premier ministre de gauche. Il a promis de décider aujourd'hui. Oui, vous avez parlé de démission. Est-ce qu'il peut démissionner, Emmanuel Macron, lui qui n'est pas très, très populaire? Il n'est pas populaire, il est à 14% actuellement dans le cœur des Français. C'est à peu près comme François Hollande à la fin de son mandat. Vous vous rappelez, il ne s'est pas présenté d'ailleurs pour un deuxième quinquennat parce qu'il était tellement impopulaire. Alors, Emmanuel Macron a perdu 13 points au cours des 6 derniers mois. C'est vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui un canard boiteux. Mais il est peu probable qu'il démissionne. Les commentateurs suggèrent qu'il est trop fier, trop orgueilleux pour ça, et il est trop persuadé de sa juste cause. Rappelons-nous qu'en 2017, quand il a été élu, à 39 ans, il était le plus jeune chef d'État depuis Napoléon en France. Il promettait de faire barrage contre les partis d'extrême droite et d'extrême gauche. Il promettait un centre éclairé, ouvert au renouveau et aux réformes, libre de toute idéologie, mais il a clairement échoué. La France est aujourd'hui plus que jamais prisonnière des extrêmes. Et Emmanuel Macron n'a plus grande carte dans son jeu, il faut le dire. Il peut dissoudre aussi le Parlement, mais il ne peut le faire qu'encore une seule fois. Il l'a fait l'année dernière, vous vous rappelez. Et cette nuit, à 2h du matin, il a envoyé des mails aux chefs des principaux partis pour les convoquer aujourd'hui, cet après-midi. On va voir ce qu'il va leur annoncer. On va suivre ça, effectivement. Alexandra Chatzka, grand merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et on se reparle la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir, à la semaine prochaine. Voilà pour cette édition d'À la Une. Nous serons absents lundi, Action de grâce. On va donc se retrouver mardi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.